Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Ludivine, bonjour. Nous t'accueillons aujourd'hui à la Fondation dans le cadre de la publication récente ce jour de ton essai coédité par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube, La révolution conservatrice aux États-Unis de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie. Ludivine, la première question avant d'entrer plus en détail dans l'analyse de cette révolution conservatrice et démocratie pervertie, j'aimerais t'interroger sur faire un état des lieux sur l'état des lieux judiciaire jurisprudentiel suite à la décision du mois de juin de la Cour suprême Dodds versus Jackson qui remet en cause le droit à l'avortement. Mais d'autres décisions également de la Cour suprême sur le contrôle des armes, sur l'environnement, mais tu les évoqueras certainement, qui marquent une politisation, une idéologisation de la Cour suprême. Peux-tu nous donc faire un peu cet état des lieux judiciaire, jurisprudentiel, avant d'entrer plus en détail dans l'analyse de ton essai? Oui, merci de m'accueillir. Et heureuse de publier cet ouvrage en coédition Fondation Jean Jaurès et édition de l'Aube. Effectivement, la Cour suprême aux États-Unis était au cœur de l'actualité en 2022 du fait de plusieurs décisions pas forcément surprenantes au regard du contexte récent, mais marquantes de par leur impact sur la société états-unienne. Les décisions en question qui concernent l'avortement, le droit à l'avortement, qui concernent le contrôle des armes à feu et la possibilité de l'exercer ou pas, mais qui concernent également potentiellement le droit des personnes de même sexe de se marier, qui concerne l'assurance maladie, la syndicalisation. Tous ces domaines ont fait l'objet de décisions en 2022 ou lors des années antérieures de la Cour suprême, et à chaque fois dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une régression des droits pour la population américaine. En 2022, la décision emblématique, tu l'as mentionné, la décision Dobbs versus Jackson, qui a été rendue le 24 juin 2022. Cette décision revient sur la jurisprudence antérieure de la Cour suprême, établie dans les années 1970 par l'arrêt Roe versus Wade. Cet arrêt Roe versus Wade établissait une protection constitutionnelle fédérale du droit à l'avortement aux États-Unis. Et ce que fait la décision Dobbs de 2022, c'est qu'elle annule cette protection fédérale constitutionnelle du droit à l'avortement. La conséquence immédiate pour toutes les États-Uniennes, c'est que le droit à l'avortement n'est plus garanti dans l'ensemble du pays. Il est renvoyé de fait à chacun des États des États-Unis. Et selon la législation qui existe au sein de chacun de ces États, les femmes auront ou n'auront pas, ont ou n'ont pas, de fait, aujourd'hui, le droit à l'avortement. Dans certains États, des mesures antérieures à l'arrêt Roe versus Wade existaient, et donc ces mesures, une fois que la protection fédérale tombe, du fait de la décision Dobbs, ces mesures deviennent applicables à nouveau. Et dans d'autres États, entre les années 70 et aujourd'hui, des mesures qui n'étaient pas applicables du fait de l'arrêt Roe avaient malgré tout été votées, et du fait du revirement de jurisprudence intervenu en juin 2022, ces mesures deviennent désormais applicables. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un climat d'incertitude pas total mais assez fort aux États-Unis, puisqu'on n'a pas une situation égale dans l'ensemble des États, et surtout dans certains États la situation est floue parce que les mesures qui existaient avant peuvent être réactivées, mais des recours judiciaires ont été lancés pour empêcher cette réactivation, et donc une incertitude existe dans de nombreux États sur
est-ce que le droit existe? Est-ce que le droit n'existe pas? Si une mesure judiciaire a été demandée pour bloquer une loi, l'entrée en vigueur d'une loi, est-ce que cette mesure va tenir ou pas? Et donc les femmes aux États-Unis sont aujourd'hui dans un climat d'incertitude totale vis-à-vis du droit ou non d'avorter. Merci Ludivine. Alors plus largement, je souhaiterais t'interroger sur les raisons structurelles de cette dérive réactionnaire, ultra-conservatrice. Comment le système politico-judiciaire états-unien a permis cette révolution conservatrice, comme tu l'intitulais de ton essai, où cette révolution, en grosso modo, la minorité s'impose à la majorité. Quelles vraiment les raisons structurelles et le lien et le système politico-judiciaire des États-Unis? Un point important à souligner dans le contexte de ces mesures, de ces décisions régressives de la Cour suprême, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, elles ont été rendues en opposition aux souhaits de la majorité de la population. C'est ce que tu soulignes. La Cour suprême revient sur le droit à l'avortement alors que les 2/3 de la population américaine sont favorables à un droit à l'avortement dans tout ou la plupart des cas. De la même manière, pour le contrôle des armes à feu, la Cour suprême revient sur la possibilité sur le plan local, au niveau des villes, au niveau des États fédérés, de légiférer d'une certaine manière sur le contrôle des armes, empêchant ce contrôle au niveau local, alors même que la majorité, là encore, de la population est favorable à un certain degré de contrôle. Donc on a un système dans lequel la majorité de la population souhaite certaines choses et on constate des décisions de justice qui vont dans le sens inverse. Et à chaque fois, dans un sens qui retire des droits ou qui empêche la protection de la population. Et effectivement, on peut se demander comment est-ce que c'est possible dans une démocratie aujourd'hui, en 2022. Et la réponse rapide, c'est que c'est une dérive d'un système qui a été conçu au XIXe siècle lorsque les États-Unis avaient une structure politique et démographique d'une certaine nature. Cette structure a aujourd'hui évolué et le système qui existait alors n'est plus adapté, ou en tout cas on peut se poser la question de savoir s'il reste adapté à la structure démographique, politique qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Si je reviens plus en détail sur ce système-là, en résumant, le système mis en place par les pères fondateurs avec la Constitution de 1787, au XVIIIe siècle, était le résultat d'un compromis entre deux tendances au sein des élites américaines. D'un côté, nous avions les fédéralistes qui souhaitaient un État fort et un pouvoir limité de la part des États fédérés. Et de l'autre côté, nous avions les Jeffersoniens qui, eux, souhaitaient que les États, individuellement les uns des autres, conservent une part forte de pouvoir. Donc je ne rentre pas plus dans les détails sur ce point-là, mais le résultat du compromis, c'est qu'entre ceux qui souhaitaient que la majorité de la population fasse la loi, et ceux qui souhaitaient que ce soit la majorité des États au sein de la fédération qui fasse la loi, le compromis a résulté en la création de 2 chambres dans le système législatif, une chambre haute, le Sénat, qui a le plus de pouvoir, et au sein duquel ce sont les États qui ont le pouvoir, et une chambre basse, la Chambre des représentants, au sein desquelles la représentation est pas exactement proportionnelle, mais accorde davantage de poids au poids démographique de chacun des États. Et donc, cette situation-là permettait au XVIIIe siècle de faire en sorte que les gros États n'imposent pas leur vision de la société, de la politique, de l'économie aux petits États. La conséquence aujourd'hui,
alors que la structure démographique des États-Unis a évolué, c'est que des États, des petits États qui ont une structure qui les fait aujourd'hui voter républicain, si je résume à grands traits, ces petits États ont un pouvoir démesuré au sein du système politique états-unien et en particulier au sein du Sénat. Et comme le Sénat a un très fort pouvoir dans le système politico-judiciaire aux États-Unis, l'avantage dont bénéficient les républicains au Sénat, de proche en proche, leur permet de verrouiller la décision politique dans le pays. Et ce verrouillage débouche sur des décisions régressives à la Cour suprême, d'une manière, alors pas immédiate, mais presque, c'est-à-dire que la Chambre haute, le Sénat, a parmi ses grands pouvoirs le pouvoir de nommer, enfin de confirmer les juges à la Cour suprême. Le président des États-Unis nomme les juges, le Sénat les confirme. Or, le déséquilibre dont bénéficient les États républicains au Sénat leur permet d'avoir plus qu'à leur tour, plus qu'ils ne devraient l'avoir, la majorité au Sénat, et donc leur permet soit de bloquer la confirmation de juges progressistes qui seraient nommés par des présidents démocrates, c'est arrivé à Barack Obama en 2016 avant qu'il quitte ses fonctions, et à l'inverse, le pouvoir de majorité dont disposent les républicains au Sénat leur permet de confirmer des juges républicains triés sur le volet depuis de nombreuses années pour être absolument fidèles à des idées conservatrices. Et ces juges sont nommés par un président républicain, on pourra revenir là-dessus si tu le souhaites, lui-même nommé parfois par une minorité. Et donc, le Sénat va confirmer, étant lui-même représentant d'une minorité, des juges républicains, enfin, c'est une légère extension, mais des juges conservateurs nommés par régulièrement un président républicain nommé par élu par une minorité de la population. Le système présidentiel qui permet cela, en fait, tient au fait que le président des États-Unis est élu au suffrage indirect par un total de grands électeurs, et ce total est fait du nombre de députés plus le nombre de sénateurs. Et chaque État, parmi ces grands électeurs, envoie le nombre de députés dont il dispose, plus le nombre de sénateurs. Et donc on retrouve le déséquilibre qui existe au Sénat dans le collège électoral qui élit le président. Et c'est de cette manière que Donald Trump est élu président en 2016, alors qu'il a à peu près 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Alors qu'il est minoritaire en termes de suffrage. Voilà, c'est la règle. Mais on peut se poser une question sur le bien fondé de la règle dans la mesure où elle aboutit à élire un candidat qui est minoritaire lorsqu'on fait le total des voix. De toute façon, je renvoie à ton essai où avec pédagogie, tu décortiques tout cela qui est important. On voit que la question de la justice est quand même un des nœuds gordiens de la dérive de ce que tu appelles la démocratie pervertie, où là, une fois de plus, la minorité, quelque part, devient majoritaire, pas de facto, mais de juré, et où le Wyoming pèse parfois peut-être pas plus lourd, mais si ce n'est aussi lourd que la Californie, alors que voilà, le nombre d'habitants, c'est je sais plus 60 millions en Californie, oui, on est Wyoming, c'est... Voilà, on est à plusieurs dizaines de millions d'habitants en Californie, et on est à quelques centaines de milliers d'habitants dans le Wyoming. Mais je renvoie à nouveau à ton essai où tu parles justement, là tu parlais de la justice, mais aussi le gerrymandering, enfin découpage électoral, enfin voilà, tout du coup découle de cette perversion, de cette vue d'ici, anomalie démocratique, découle beaucoup de choses, et j'aimerais t'interroger sur justement les conséquences de cette
perversion ou dérive qui remet en cause quand même la nature démocratique du régime politique des États-Unis. Quelles conséquences politiques, mais on peut penser du coup, n'y a-t-il pas un risque au bout d'un moment de cette contradiction entre l'expression populaire majoritairement démocrate et néanmoins la politique ultra-conservatrice imposée par la Cour suprême, ou alors ce qu'on évoquait à l'instant, les découpages électoraux, etc., ou un président élu alors qu'il est minoritaire, donc quand même des contradictions démocratiques de plus en plus criantes, les risques de, violence politique, on pense évidemment au 6 janvier et les événements Capitole, comment envisages-tu les conséquences possibles et peut-être à craindre? Alors ça, c'est une question difficile. En tant qu'historienne de formation, j'ai du mal à prédire l'avenir. Et comme disait Yogi Berra, les prédictions sont difficiles à faire, en particulier quand elles concernent l'avenir. Mais ce qu'on peut constater en tout cas, c'est un certain nombre de problèmes qui se posent dans le système politique et judiciaire aux États-Unis et qui, cumulés, peuvent sinon permettre de prédire des lendemains funestes, du moins faire craindre un avenir qui ne serait pas tout rose. On a discuté tous les deux du déséquilibre qui existe entre la population et ce qu'elle souhaite sur le plan politique et les représentants dont elle dispose au niveau fédéral. C'est également vrai dans une certaine mesure au niveau de chacun des États. Et donc on se retrouve avec une dissonance entre le souhait de la population d'un côté et les décisions de justice qui sont rendues de l'autre, les mesures politiques qui sont prises également. L'autre problème qui se pose, c'est que l'avantage dont les républicains bénéficient du fait du système tel qu'il est structuré historiquement, leur permet d'être en position de modifier les règles du jeu démocratique pour le futur. Et là où on arrive vraiment à une perversion, à mon sens, du système démocratique, c'est que l'un des deux partis dispose d'un avantage par rapport à l'autre et se sert de cet avantage pour renforcer l'avantage dont il dispose déjà. Et alors qu'il fait passer des mesures en étant représentant d'une minorité de la population, il cherche à accroître son pouvoir et donc à conserver le pouvoir tout en restant minoritaire. Et là où ça devient préoccupant, à mon sens, c'est lorsque le parti au pouvoir, sachant qu'il est minoritaire, met en place des mesures qui sont illibérales pour rester au pouvoir. Car là, on touche aux limites de la démocratie. Et il faut préciser tout de même que même si depuis ces dernières semaines, lorsque se déroulent les primaires républicaines aux États-Unis, on voit des tenants de la ligne dure du Parti républicain être élus comme représentants des républicains pour concourir à l'élection générale du mois de novembre. Ces représentants-là ne représentent pas la totalité du Parti républicain aujourd'hui, et il faut quand même souligner qu'il y a certaines personnes, y compris au sein du Parti républicain, qui souhaitent défendre la démocratie, qui souhaitent défendre l'état de droit. Le problème, c'est cette ligne-là au sein du Parti républicain, va-t-elle conserver le pouvoir ou non? Et aujourd'hui, ça n'est pas une certitude. Et parmi les mesures qui sont déjà prises dans certains États, on voit par exemple des mesures qui visent à limiter la possibilité des opposants de voter.
en limitant le nombre de bureaux de vote dans les zones dont on sait qu'elles ne sont pas favorables aux républicains, par exemple. En réduisant l'accès ou en supprimant tout simplement la possibilité de voter par correspondance, qui a été très fortement développée en 2020 du fait de la crise Covid. Tout ce genre de mesures sont déjà mises en place dans certains États et sont promises par des candidats républicains radicaux s'ils sont élus au mois de novembre 2022. Et donc, on peut véritablement se faire du souci pour la démocratie aux États-Unis si de tels candidats sont élus au mois de novembre et ensuite sont en position de changer les règles du jeu. Justement, tu évoquais les primaires en vue des élections législatives du 8 novembre, les midterms du 8 novembre. Par rapport à tout ce que tu as évoqué au sujet de ton livre et à la décision symbolique et ô combien importante du mois de juin de la Cour suprême, les conséquences sur le scrutin à venir des midterms, est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation des femmes par rapport à la décision de la Cour suprême, des jeunes, par rapport au contrôle des armes, l'environnement, enfin, ou alors, inversement, ou une mobilisation des ultras côté parti républicain? Ce que tu as, enfin, comment envisages-tu ça, les conséquences in concreto sur le scrutin à venir? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes évidemment sur les résultats de l'élection du mois de novembre. Là encore, difficile de faire des prédictions. Ce qu'on peut faire, c'est étudier ce qui se passe et selon les résultats des primaires, par exemple, et selon certains indices que peuvent donner la mobilisation sur telle ou telle question des électeurs lors des primaires, on peut faire des analyses préliminaires qui ne vont pas nous donner le résultat de l'élection, que ce soit au Sénat ou à la Chambre, parce que donc, le Sénat aux États-Unis est renouvelé par tiers tous les 2 ans, et donc là, les postes qui sont renouvelés ne constituent pas la totalité du Sénat. Au sein de la Chambre des représentants, en revanche, les représentants sont élus pour 2 ans, donc tous les 2 ans c'est la totalité de la Chambre qui change, et donc là on a 435 élections qui se déroulent, et il est compliqué de connaître ou de prédire les résultats de chacune de ces élections. En revanche, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. D'une part, historiquement, le parti du président, lors des élections de mi-mandat, ce qui est le cas cette année puisque Joe Biden a été élu président en 2020, son mandat court jusqu'en 2024, et donc les élections de 2022 sont les élections de mi-mandat. Historiquement, ces élections de mi-mandat sont défavorables au président en exercice. Ça, c'est l'enseignement historique. Le deuxième point, c'est que les républicains ont tendance à se mobiliser davantage lors des élections de midterms. Encore une fois, enseignement historique. En revanche, nous avons également à prendre en compte ici le contexte, et là j'en reviens au cœur de ta question. La question brûlante pour tout le monde, c'est quel effet de la décision Dobbs sur la mobilisation des uns et des autres. Jusqu'à présent, depuis l'arrêt Roe v. Wade des années 70, c'était les républicains qui se mobilisaient particulièrement, les plus conservateurs des républicains, pour réussir, pas seulement à inverser cette jurisprudence, mais qui étaient très mobilisés sur la question de l'avortement. La décision Dobbs de 2022, manifestement, de nombreux sondages, de nombreuses études montrent que cette décision de 2022 mobilise les démocrates. Toute la question est de savoir à quel point. Les républicains vont très probablement rester mobilisés. Les démocrates vont potentiellement se mobiliser davantage. Une chose qui est constatée, tu parlais de la mobilisation potentielle des femmes. Un constat, c'est que le nombre de femmes, la proportion de femmes parmi les nouveaux inscrits sur les listes électorales a augmenté. Elle a augmenté après la fuite au mois de mai
de la future décision sur l'avortement, et elle a augmenté à nouveau après la décision. Ça ne veut pas dire que parce que ces femmes se sont inscrites, elles vont voter démocrate, et ça ne veut pas dire que parce qu'elles se sont inscrites, elles vont voter tout court. Mais c'est un indice. L'autre question qu'on se pose aussi, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la guerre qui a lieu en Ukraine, du fait de la situation économique aux États-Unis, l'inflation qui est forte, le prix de l'essence qui est élevé, même s'il a baissé légèrement ces derniers temps, la situation économique est un problème important aux États-Unis. L'autre problème, c'est la criminalité. Économie et criminalité sont deux sujets sur lesquels, tendanciellement, les républicains recueillent davantage de confiance de la part de la population que les démocrates. Et donc toute la question pour les élections de mi-mandat est de savoir dans quelle mesure la décision régressive concernant l'avortement va mobiliser les démocrates, et dans quelle mesure cette thématique de l'avortement va mobiliser plus ou moins, va être un déterminant du vote, plus ou moins, que la question très immédiate de la fin du mois, l'économie et l'inflation, ou la question de la criminalité. Ludivine, merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir justement pour commenter les bons ou mauvais résultats des élections de mi-mandat. Donc je rappelle ton essai que je recommande vivement parce qu'il est vraiment clair et passionnant. La révolution conservatrice aux États-Unis, aux éditions de l'Aube et Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi Alexandre. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.